Alors, bienvenue pour cette 11e session des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons avoir 5 chroniques et nous allons commencer par Patrick. Patrick, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'ai décliné une stratégie de relance en 3 piliers. Le premier, recruter du talent. Le deuxième, faire une mafia offer irrésistible à vos prospects et clients. Et la troisième, compléter votre activité par le rachat de fonds de commerce complémentaires. Dans les 3 prochaines semaines, à commencer par aujourd'hui, je vais essayer de détailler quelques conseils concernant chacun des piliers. Le premier pilier, recruter du talent, et donc je vais vous parler maintenant de comment je pense qu'il faut qu'un entrepreneur optimise son recrutement. Et alors, notre conviction aujourd'hui, c'est que il faut recruter par les valeurs. Alors, recruter par les valeurs, vous en avez souvent entendu parler, et je vais vous citer une remarque de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alan Lewis, qui dit que dans la plupart des cas, si un collaborateur partage ses valeurs ou les valeurs de son entreprise, il arrivera à lui enseigner les compétences. Et je vous ai mis en dessous le lien vers un article qu'il a publié dans HBR, qui est assez bien fait et synthétique, dans lequel il explique comment il fait. Alors, il n'est pas le seul, bien sûr, puisque, rappelez-vous, j'en ai parlé il y a dans une chronique précédente, au début de la révolution industrielle, on recrutait, probablement d'ailleurs bien avant, on recrutait d'abord et avant tout des gens qui avaient du temps. Puis on s'est intéressé aux gens qui avaient des talents, des savoir-faire, puis des compétences. Et la dernière version de ce qu'on recherche chez un collaborateur, sans oublier que tout cela, ça s'empile. C'est bien sûr, il faut quelqu'un qui ait du temps à vous consacrer, quelqu'un qui ait un certain nombre de talent, de savoir-faire et puis un certain nombre de compétences. Mais aujourd'hui, on regarde également est-ce qu'ils partagent les valeurs de votre entreprise. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, asseyez-vous profondément. Vous avez certainement entendu parler du triptyque mission, vision et valeur. Alors, c'est une idée qui est récente, on va dire moins de 2 décennies, et c'est une idée qui dit qu'une organisation devrait clairement connaître et communiquer sa mission, sa vision et ses valeurs. Donc, on a été exposé à beaucoup de choses très intelligemment dites sur ces 3 sujets-là. Quand on ouvre et qu'on regarde en détail, c'est comme un silo très profond. C'est comme une fosse de plongée dans laquelle vous pouvez évidemment rester en surface et nager à moins de 3 mètres de la surface, puis vous pouvez progressivement plonger et descendre très profond pour aller regarder ce que peut être la mission, la vision et les valeurs de votre entreprise. Et donc, c'est là qu'arrive le challenge. Je voudrais recruter les bonnes personnes. Ah, qui ne veut pas? J'aimerais avoir de bons collaborateurs. J'aimerais que dans mon entreprise, on ait principalement, voire que des gens formidables. Mais comment est-ce qu'on fait? C'est là où vous pouvez plonger à nouveau à 3 mètres, à 20 mètres ou à 80 mètres de profondeur. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est faut-il recruter sur les compétences et la disponibilité d'une personne? Est-ce que la personne a les outils, les savoir-faire, les talents nécessaires pour exécuter la tâche que nous allons lui confier? Et puis, est-ce qu'elle est disponible? Parce que si elle ne l'est pas, ça ne sert à rien. Ou bien, est-ce qu'il faut recruter en accord avec votre mission, votre vision, vos valeurs et l'envie partagée? L'envie partagée, c'est-à-dire que la personne a envie de vous rejoindre et vous avez envie qu'elle vous rejoigne. Eh bien, la réponse, bien sûr, c'est les deux. Il faut s'assurer que vous avez quelqu'un qui a les compétences
et peut-être pas toutes, mais en tout cas les compétences minimales dont vous avez besoin, et qui soient disponibles. Et il faut également trouver une zone d'accord avec votre mission, vos visions et vos valeurs, et qui est cette envie partagée. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une tâche immense. Parce qu'il faut commencer par définir vos valeurs. Et donc, vos valeurs, c'est complexe. Et bien qu'on aimerait tous que ce soit le cas, ce n'est pas une liste de valeurs morales admirables. Je répète, ça pénètre profondément, ce n'est pas une liste de valeurs morales admirables. Enfin, ce sont des choses qui sont observables en situation. C'est-à-dire que ça dirige les comportements des gens qui collaborent avec vous, des personnes qui collaborent avec vous, et peut-être même votre propre comportement. Donc, en tant que tel, c'est utile parce que c'est un principe de management. Est-ce que les valeurs que nous avons choisies sont bien appliquées, utilisées dans l'organisation, d'accord? Et en premier, par vous-même. Vous voyez combien ça va vous emmener à vérifier si vous incarnez, et je dirais à quel point, parce que personne ne les incarne à 100%, jusqu'où vous incarnez les valeurs que vous voulez pour votre organisation. Après, j'ai un conseil pratique. Si vous souhaitez recruter par les valeurs, vous ne pouvez pas mélanger l'analyse des compétences, du parcours, de la personne que vous envisagez de recruter, et vous ne pouvez pas en même temps vérifier si les valeurs correspondent. Ce sont deux processus de recrutement séparés qui se réunissent à un certain moment. Alors, par exemple, pour analyser les compétences, le parcours, il y a des outils qui fonctionnent très bien. En revanche, pour tester les valeurs, il y a plusieurs entreprises qui ont compris qu'il fallait plutôt essayer de faire de la mise en situation des personnes à travers des scénarios dans lesquels on essaye de vérifier si la personne se comporte d'une certaine façon ou d'une autre. Je vous en livre un pour mémoire, mais vous le trouverez à de multiples exemples et variantes. Il y a un scénario pour tester la capacité à collaborer et le fait que les gens travaillent ensemble. Consiste à fabriquer avec quelques bouts de paille et du scotch un petit coussin, un petit objet qui protégera un œuf d'une chute. Vous imaginez, des œufs crus, de la paille et du scotch, et vous essayez de demander à 4, 5, 6 personnes de construire ensemble un petit bateau, une petite coupe qui protégera l'œuf de la chute. Et bien entendu, à la fin, et c'est la partie sympa de ce test, on lâche les œufs de la hauteur de la table et on vérifie si les œufs se cassent ou pas. Ça n'a aucune importance, bien entendu, si l'œuf se casse ou pas. Ce qui est important, c'est que vous puissiez observer si les personnes que vous souhaitez recruter se comportent de la façon que vous souhaitez, de façon collaborative. Et ça n'est juste qu'une valeur, en imaginant que vous avez dans votre entreprise cette valeur de collaboration. Je crois vous avoir indiqué pourquoi c'est difficile. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? D'abord, dans un environnement incertain comme celui dans lequel nous sommes, vous allez devoir probablement très rapidement vous adapter. Et vous n'avez qu'une compréhension très imparfaite des compétences futures dont vous aurez besoin pour vous adapter à ces nouvelles conditions d'environnement. Et donc, ce que vous devez faire, c'est essayer d'avoir des collaborateurs dont les comportements permettront de faire face à cette incertitude. Et les comportements semblent être, on est dans l'humain, donc pas de certitude, mais les comportements semblent être significativement liés aux valeurs des personnes. Et donc, vous comprenez pourquoi il faut recruter sur les valeurs. Il faut donc recruter pour les valeurs, je vais l'expliquer en une phrase, parce que vous voulez les comportements de vos collaborateurs
adapté à un environnement incertain et changeant. Vous n'avez plus le choix. Si vous pensiez encore pouvoir recruter sur les compétences, eh bien, je pense qu'il est temps de vous dire que ça ne suffira pas dans les circonstances présentes. Et je termine avec cette conclusion. Une entreprise est un groupe de personnes unies par une mission, une vision et des valeurs communes. Alors, ça ouvre un grand champ de perspectives pour chacun d'entre nous. Si on regarde les collaborateurs avec lesquels on travaille, on en voit certainement qui ne sont pas unis par cette mission, cette vision et parfois ces valeurs qui ne sont pas forcément communes. Eh bien, c'est votre travail d'entrepreneur de prendre à bras le corps cette complexité et d'essayer, tant bien que mal, avec l'aide que vous pourrez trouver autour de vous, de construire quelque chose qui soit en cohérence. Si vous faites ça, je peux vous dire qu'il est fort probable que vous attiriez à vous les talents nécessaires pour passer cette période. Avons-nous quelques questions? Oui, on a une question de Nicolas sur le chat. Pour le test de comportement, on le fait avec tous les candidats ensemble? Alors, ça dépend de votre nombre de recrutements. Si vous êtes une organisation qui recrute plusieurs dizaines de personnes chaque année, eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas tester les personnes en un seul lot. Mais si vous avez besoin de tester des gens, il faut forcément les mettre en petits groupes. Et donc, la difficulté, c'est comment je fais pour recruter 2 personnes? Je les mets ensemble et je les observe, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose à construire là-dedans. Je recommanderais, pourquoi pas, de mélanger des collaborateurs actuels avec les gens que vous essayez de recruter. Méfiez-vous des biais de confirmation. Il est évident que lorsque vous regardez une situation à plusieurs, vous avez tendance à vous aligner assez vite, surtout si vous êtes déjà dans la même organisation. Donc oui, il faut tester les gens à plusieurs dès que c'est possible. Merci pour cette question et plus à venir dans, bien sûr, les commentaires et les échanges que nous ferons sur les réseaux sociaux sur cette question compliquée. Peut-être est-ce que mes associés et bien-aimés conseillers pour entrepreneurs peuvent avoir une question ou une remarque? Alors, on a une autre question de Frédéric, avant qu'on prenne peut-être les associés, c'est quels seraient des exemples de valeurs? Ah, eh bien alors tiens, j'en donne un. L'appétence au risque. Il y a des organisations dans lesquelles l'appétence au risque est un gros mot. Et je propose de rentrer dans un avion lorsqu'on aura le droit de le dire à nouveau et d'imaginer le commandant de bord qui dit bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol Air France à destination de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, nous allons essayer plein de nouvelles choses sur ce vol. Nous allons voler à différentes altitudes en coupant un moteur ou l'autre. Et nous allons également essayer de vous nourrir avec des produits que nous avons achetés hier sur le marché. Est-ce que je peux descendre, s'il vous plaît? Non, l'appétence au risque, par exemple, dans un contexte comme le transport aérien, mais il y a d'autres industries et d'autres métiers dans lesquels ce n'est pas souhaitable, elle est plutôt basse. Non, dans d'autres métiers, c'est une qualité. Donc, c'est compliqué de trouver les valeurs qui vous correspondent. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait faire un sujet entier, et pourquoi pas un webinaire sur ce thème. Joe. J'ai un petit point à rajouter, Patrick, parce que autant il est impératif au recrutement de recruter sur les valeurs, il est aussi critique et important de faire dans le sens inverse en cas de désalignement avec les valeurs pour protéger les valeurs de l'entreprise de l'intérieur aussi. C'est difficile en fait de le faire. Quand la seule raison, et il y a beaucoup de dilemmes et d'histoires documentées, on a quelqu'un de performant dans le sens économique du terme, mais avec un comportement qui est désaligné avec les valeurs, qui cause énormément de tort aux autres, mais qui lui-même serait compétent dans le sens technique du terme dans son job. Et c'est des décisions difficiles, mais qu'il faut aussi savoir prendre. Je ne peux être que d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce que c'est difficile. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Donc, nous allons maintenant enchaîner sur Clotilde, qui va nous parler de gouvernance. Clotilde, nous sommes à toi.
Écoutez, bonjour à tous, bonjour chers amis entrepreneurs. Et dans ma chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de gouvernance, dans finalement la lignée de ce dont je vous ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai parlé de la solitude du chef d'entreprise, notamment dans la prise de décision. Et je vous ai aussi parlé du sentiment d'isolement du chef d'entreprise, qui est le versant subi et douloureux de la solitude. Et donc ce sentiment d'isolement, il est très présent lorsque vous vous trouvez seul, non pas pour prendre la décision, puisque vous êtes toujours seul pour la prendre, mais seul dans le processus qui mène à la décision. Donc ce sentiment d'isolement, il trouve notamment sa source dans la difficulté à bien s'entourer et aussi à faire naître un collectif dans son entreprise. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de gouvernance parce que la mise en place d'une gouvernance adaptée fait partie des antidotes reconnus pour soulager le sentiment d'isolement. Alors, c'est intéressant, mais la gouvernance, en fait, va beaucoup plus loin en termes d'intérêt. C'est aussi un excellent moyen de doper la performance et la croissance de l'entreprise. Et c'est là-dessus que je vais essentiellement parler aujourd'hui, notamment en détaillant donc, les 3 grands bénéfices de la gouvernance selon moi. Je vous parlerai aussi des 3 grandes difficultés que vous allez devoir surmonter, et puis aussi des 2 illusions que vous allez devoir abandonner. Voilà. Alors, pour commencer, une petite définition de la gouvernance. Alors, la gouvernance, c'est la manière dont on va piloter l'entreprise. Elle permet de structurer ses prises de décision et de savoir pourquoi on s'oriente vers telle ou telle direction. Alors, il y a beaucoup de définitions sur la gouvernance qui font référence aux règles et aux dispositifs pour contrôler, surveiller, régir l'équilibre des pouvoirs, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une composante disciplinaire dans la gouvernance, mais ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que cette composante disciplinaire, elle est avant tout crucial dans les organisations, les sociétés où il y a l'actionnariat est détaché de la direction de l'entreprise. Donc je pense que pour un contexte PME, cette notion beaucoup plus large de la gouvernance me paraît plus adaptée. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je suis concernée par la question de la gouvernance? Alors, je pense que comme si on part du principe que la gouvernance, c'est la manière dont on va piloter son entreprise, la réponse, on l'a. Je pense que ça concerne tous les entrepreneurs sans aucune distinction. D'ailleurs, en fait, la gouvernance, elle va apparaître conjointement au projet entreprise, même si elle n'est pas structurée, même si ce n'est pas un processus conscient. Le fait de se fixer des objectifs, d'aller chercher des informations pour prendre des décisions, de s'interroger sur la pertinence de ses intuitions, de s'entourer de personnes pour se faire conseiller ou alors de prendre seul les décisions dans son coin, ce sont des formes de gouvernance qui sont ni conscientes ni organisées. Donc, la différence entre une forme de gouvernance comme celle que je viens de décrire, qui est très sommaire, et une forme plus aboutie, finalement, elle va tenir à 2 choses. Déjà, le fait c'est ce qu'on est en train de faire, de dire finalement, j'identifie le sujet de la gouvernance et je me l'approprie. Voilà, c'est déjà un premier sujet. Et la deuxième étape, c'est d'avoir une réflexion sur le système de gouvernance qui est en place dans mon entreprise, sur le fait que est-ce qu'il est bien adapté aux besoins de mon entreprise et est-ce qu'il est formalisé. Voilà. Donc, il y a 1000 nuances de gouvernance qui existent, de la TPE au multinational, du plus autocratique au plus partagé, du plus désordonné au plus formalisé. Voilà. Donc, la question va être de savoir quel est le bon mode de gouvernance en ce qui me concerne. Alors, la gouvernance, à quoi ça sert? Ça permet de se développer. Et je pense que le message que je souhaite faire passer ici, qui est quasiment pour moi le message le plus important, c'est que la gouvernance, c'est un outil qui est important pour se développer, et on ne se pose pas la question de la gouvernance quand on s'est développé, mais on se pose la question de la gouvernance pour
se développer. Donc, le chef d'entreprise, selon moi, il doit considérer que son pire ennemi, c'est la solitude dans la décision, d'une part, et que d'autre part, les freins au développement de son projet entrepreneurial sont d'abord liés à ses propres limites. Voilà, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, les 3 bénéfices boosters de performance qui sont issus de la mise en place d'une gouvernance. Le premier gros bénéfice, c'est la capacité à aller prendre de meilleures décisions. Alors, comment? Parce que déjà, on va mettre en place une forme de collégialité qui va permettre d'avoir une sorte de confrontation positive, de générer des débats fructueux entre les participants, de faire émerger des nouvelles idées. Et puis aussi, comme on va être dans un processus beaucoup plus collégial pour mener à la décision, on va peut-être avoir une meilleure légitimité des décisions prises et une meilleure appropriation également des décisions par ceux qui sont en charge de les exécuter. Enfin, la collégialité, ça permet de limiter les risques liés à l'excès de confiance en soi. Voilà. Donc, on a tous, je pense, des exemples en tête de dirigeants autocratiques qui sont tirés des balles dans le pied par excès de confiance en eux-mêmes. Deuxième chose, c'est la réduction des angles morts du dirigeant. Voilà, donc un dirigeant, il ne sait pas tout ce qui se passe dans son entreprise, il n'a pas nécessairement toutes les bonnes informations qui lui remontent. Ceux qui l'entourent peuvent penser qu'il a à sa disposition toutes les informations, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est nécessaire de mettre en place des canaux, en fait, connus de tous, efficaces de remontée d'informations, pareil, pour prendre de meilleures décisions. Et puis enfin, la collégialité, ça a comme intérêt de ne pas s'enfermer, de ne pas enfermer la société dans les limites du dirigeant. Voilà. Et d'aller compléter son équipe pour aller compenser ses propres faiblesses et puis ses compétences qui sont peut-être absentes dans certains domaines. Alors, le deuxième gros booster, je pense, de performance, c'est le fait que la gouvernance va permettre de créer un cercle vertueux de confiance. Déjà, effectivement, je le citais tout à l'heure, mais parce que tout ça se rejoint, bien sûr, c'est le fait d'organiser une meilleure remontée d'informations. C'est aussi le fait de formaliser le système d'information et d'expliciter le cycle de vie de la décision, donc de sa genèse, le débat, la décision, la communication de la décision. Donc tout ça, en fait, ça donne des repères stables aux collaborateurs, aux managers, pour bien comprendre comment l'information circule et comment les décisions sont prises et d'être en confiance là-dessus. Enfin, ça permet également d'être sur un socle solidement partagé. Tout à l'heure, Patrick nous parlait des valeurs. Je pense qu'il y a les valeurs et le partage également de la décision permet à chacun de bien comprendre où se situe sa mission et comment il doit l'exercer, quel comportement il doit avoir finalement face aux situations et d'être autonome face à tout ça. Donc, ça permet de créer une forme de délégation de décision qui vous permet, en tant que dirigeant, d'aller démultiplier finalement votre capacité d'agir. Et puis, enfin, évidemment, le corollaire, c'est que ça permet, on comprend bien, un meilleur engagement des collaborateurs. Ils sont partie prenante dans ce qui se décide dans l'entreprise et un meilleur alignement des intérêts de tous. Le troisième bénéfice, qui n'est pas le moindre d'ailleurs, c'est la non-dépendance de l'entreprise à son dirigeant. Clotilde, désolée, il te reste 1 minute. C'est très court. Je vais grignoter, je suis désolée sur le temps qui m'est imparti parce que j'ai du mal à parler de tout ça en 10 minutes. Donc, je prends du rab, excusez-moi. Donc voilà, il faut rendre l'entreprise indépendante de son dirigeant. Donc, on vous a sans doute parlé auparavant, que ce soit Jean-Christophe, Patrick, Joe, Tristan, de Bo Burlingham, qui est un des personnes qu'on aime beaucoup chez Melsion, qui a écrit des ouvrages dont on s'inspire beaucoup. Et donc, Bo Burlingham a notamment beaucoup réfléchi et écrit sur la transmission d'entreprise.
Et il décrit très bien dans ses ouvrages que pour rendre la transmission d'entreprise possible, l'entrepreneur doit s'extraire, d'être capable de s'extraire de son business et qui ne doit plus être indispensable pour faire tourner la machine. Donc, il doit déléguer au management en lui donnant plus de responsabilités. Voilà. Et puis lui laisser finalement gérer la boîte. Je fais le lien également avec une chronique de Patrick en début de confinement, où Patrick nous avait parlé ça fait peur un petit peu à tout le monde, de qu'est-ce qui se passe si le dirigeant disparaît et qu'il est brutalement en incapacité de diriger. Donc voilà, donc c'est des cas qu'il est criminel, je pense, de ne pas envisager, puisque ça peut évidemment arriver et il faut permettre à l'entreprise de continuer, de pouvoir progresser malgré cela. Et donc voilà, donc le sujet aussi de la gouvernance, c'est de donner les outils aux équipes pour qu'elles progressent d'elles-mêmes sans le dirigeant. Alors je vais accélérer un petit peu le rythme autrement. Ah oui. Eugénie. Il ne te reste plus que 5 slides, c'est ça? Oui, bon, j'ai presque fini. Donc les 3 difficultés à surmonter pour mettre en place un bon système de gouvernance, c'est déjà, il faut faire un travail approfondi sur soi. Voilà. Donc, il faut apprendre à écouter. Il faut accepter les avis contraires. Il faut accepter de faire des choix qui vont à l'encontre de ses certitudes et ses intuitions initiales. Donc, ça, c'est possible que si on est capable d'écouter et d'accepter les avis contraires et de les intégrer. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà, donc, et accepter aussi de ne pas jouer le rôle d'homme providentiel qui porte toute l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui ne sont pas évidents, je pense qu'ils sont extrêmement difficiles, voire impossibles à aborder seuls. Et ça nécessite un accompagnement de la part d'un mentor, d'un coach ou d'un conseiller de confiance. Mais bon, c'est la base, une des bases en fait indispensables à la mise en place d'un système de gouvernance, c'est se connaître soi-même et s'ouvrir aux autres. La deuxième difficulté, c'est évidemment d'avoir une réflexion aboutie sur le projet d'entreprise. Donc, être capable de définir une vision, un cap, que tout le monde comprenne, qui soit partagé. Et puis, expliciter le système de valeurs. Donc là, je vous ramène aussi au sujet de Patrick de tout à l'heure, dans sa chronique. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler à multiples reprises, parce que finalement, c'est quelque chose d'absolument central dans le dispositif. Et enfin, il faut accepter d'être dans un processus de décision plus long. Ça, c'est peut-être la difficulté la plus facile à surmonter. Donc, pour résister aux arbitrages en solitaire, qui évidemment permettent de gagner du temps, mais qui ont des inconvénients nombreux à long terme. Alors, il y a 2 illusions à abandonner. Quand on met en place un système de gouvernance, c'est que la mise en place d'une gouvernance, ça ne change rien à la solitude dans la décision. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous resterez seul à décider et que l'autorité attendue du chef, elle est toujours là, elle n'est pas diluée dans des systèmes, dans des instances. Voilà. Alors, je vais terminer vite fait. Il n'y a pas de solution toute faite. Hein. La gouvernance, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et adapté et surtout évolutif. C'est plus une question d'état d'esprit, la gouvernance, de comportement que de règles dans les structures de petite taille. Et puis là, je cite quelques exemples de formes de collégialité qui sont assez classiques dans une entreprise. Alors, pour aller plus loin, il y a une étude très bien faite de BPI, le Lab, qui est décidément une grande source d'inspiration pour moi. Et puis, le réseau Entreprendre a aussi un outil qui est intéressant. Vous pouvez aller voir, qui s'appelle le Governance Designer. C'est une sorte de test qui va vous permettre de vous situer par rapport à la gouvernance qui pourrait être intéressante pour vous et pour votre entreprise. Donc voilà, j'espère que cette chronique va vous donner envie de faire le point sur votre gouvernance et puis éventuellement de mettre en place de nouvelles choses. Je vous remercie. En tout cas, elle est complète. Hein. Je ne sais pas s'il y a du temps pour les questions. Merci Clotilde d'avoir pris un sujet aussi complexe et d'avoir réussi à le rendre aussi clair. En aussi peu de temps. En aussi peu de temps, il faut le reconnaître. Tout ça, c'est des minutes, pas des heures. Merci beaucoup Clotilde. Nous allons... Avez-vous des questions?
Nous n'avons pas tellement de temps pour les On n'a questions. pas le temps pour la question. Nous prendrons les questions offline. Alors, nous allons continuer avec Joe, qui va évoquer un sujet qui est le sujet de tous les hommes de l'ombre qui sont autour des entrepreneurs. Voilà, on est en fait dans la continuité. Une fois qu'on a compris pourquoi on fait ce qu'on fait et dans quelle entreprise on veut être et quelles sont les visions, les valeurs de l'entreprise, on reste un dirigeant quand même un peu seul. Donc l'isolement a été développé par Clotilde déjà dans une précédente chronique. Et ce que je voudrais, c'est essayer de répondre à la question de qui sont ces personnes finalement qui chuchotent à l'oreille du dirigeant. Je partage mon écran. Je commence. Voilà. Donc, je vais faire une version en fait courte pour arriver à l'essentiel dans cette chronique de ce matin. Si ça vous intéresse, je serai interviewé aujourd'hui 18h par Victoria Mikhailova dans sa chronique Philosophy in My Kitchen. Ce sera plus long, c'est sous forme d'interview, donc moins formel, mais dédié au même sujet. Qui sont finalement ces hommes de l'ombre qui chuchotent ou qui murmurent à l'oreille des dirigeants? Quand on est dirigeant, on a toujours quelqu'un dans son entourage qui souffle quelque chose, et c'est ça que je voudrais éventuellement développer. Il y a plusieurs formes de conseils qu'on peut obtenir, plusieurs formes en fait en tant que dirigeant de ne pas rester dans sa solitude. Et si on reprend le mythe, en fait, l'histoire d'où ça vient, parce qu'on a tous entendu parler peut-être de l'éminence grise, là on remonte à Louis XIII, tout le monde connaît le cardinal de Richelieu qui était un très proche conseil de Louis XIII, mais en fait lui c'était l'éminence rouge, et c'est Richelieu lui-même qui avait, François Leclerc de Tremblay, vous le connaissez peut-être sous le nom du Père Joseph, qui était cette fameuse éminence grise. Dans les temps modernes, il y a d'autres formes de, on va dire, conseillers de l'ombre. Pour ceux qui sont les fans du Game of Thrones, moi je ne suis pas personnellement, mais il y a les maîtres des chuchoteurs, donc on est toujours dans le même rôle. Et si on revoit ce qui s'est passé plutôt dans le XXe siècle, les banquiers d'affaires du XXe siècle, c'était des gens d'influence qui tous ont pesé sur les décisions des grandes entreprises et des dirigeants. Si ça vous dit, il y a un très bel ouvrage qui s'appelle Ces Messieurs de Lazare. On a la même chose pour les conseillers ou les partenaire de Goldman Sachs, par exemple, Money and Power, qui décrit très bien comment Goldman Sachs dirigerait le monde. Et je pense que ça, c'était d'une autre époque, c'était dans l'époque du Command and Control, qui, à mon sens, n'est plus toujours possible. Il existe toujours, bien sûr, mais ce n'est plus la façon la plus pratiquée, en tout cas pas la plus attendue des nouvelles générations. Donc, qui sont ces hommes de l'ombre? C'est intéressant, un petit clin d'œil, parce que souvent, ces hommes, c'est en fait des femmes. Donc, bien sûr, on connaît le dicton derrière chaque grand homme, il y a où se cache une femme. Moi, je préfère plutôt à côté de chaque grand homme, il y a aussi une grande femme. Vous connaissez sans doute l'anecdote, elle est vieille, hein, je ne sais pas si elle est authentique, de 93. On raconte l'histoire de Bill Clinton et Hillary. Il s'arrête à une station-service et il reconnaît que celui qui tient la station-service est un ami de lycée. Et là, Bill, ironiquement, lui dit « Ah, chérie, si tu l'avais épousé, tu serais femme de pompiste. » Et la réplique, bien sûr, c'est « Ben non, si je l'avais épousé, c'est lui qui aurait été président de la République. » Donc tout ça montre en fait que l'influence est quelque chose d'archi présent et pas forcément les décisions en fait ne sont pas forcément prises par les personnes en première ligne. On n'est pas forcément dans un rôle caché. Tout ça vient répondre à cette fameuse solitude du dirigeant. On l'a détaillé, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs formes de solitude du dirigeant. 45% des dirigeants admettent se sentir isolés pour plein de raisons. Ce n'est pas mon propos du jour, c'est juste pour le rappeler. Et en réponse à ça, ça a été détaillé dans cette étude donc, qui a été conduite par Olivier Torres pour BPI. On a recours, 39%, à des conseils externes ou éventuellement à des coachs. Et c'est sur cette partie-là que je vais développer en fait qui sont en fait ces gens qui exercent cette influence ou qui jouent le rôle de conseiller, éventuellement conseiller de confiance de l'extérieur de l'entreprise. Alors, il y a d'autres méthodes que les dirigeants utilisent aussi, parce que les autres sont des méthodes plus avouables, je dirais. C'est très curieux quand on cherche. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont recours, on va dire, à des méthodes un peu plus mystiques.
voire inavouable. Et c'est surprenant parce que ça concerne 45% des dirigeants qui, à un moment donné, avouent avoir eu recours à ces pratiques-là. La question, c'est en fait pourquoi. Mais bon, si on regarde, pareil, dans l'histoire, j'ai voulu prendre des exemples un peu éloignés du contexte actuel de nos temps. Comme ça, c'est plus simple et ça ne fâchera personne. Mais de Napoléon à la princesse Diana, à JP Morgan lui-même, ou Chang Mongku, en fait, vous savez peut-être pas qui c'est, moi non plus, je ne connaissais pas son nom, mais c'est le président de Hyundai, qui à un moment donné devait prendre des décisions très importantes pardon, sur la gestion de l'entreprise avec son frère, et ils ont consulté des dealers de bonne aventure. En fait, et finalement, pourquoi on a recours à ça? Parce que quand on voit pardon, dans les versions plus modernes ce qui se passe aujourd'hui, c'est les personnes que vous connaissez ou peut-être pas, mais qui ont inventé un nouveau terme qui s'appelle les corporate shamans. Donc Fabrice Najari, qui est en Californie et qui a repensé toute l'entreprise basée sur le bien-être et l'équilibre, mais avec des pratiques qui sont dérivées du chamanisme, notamment l'utilisation de certaines substances. Il va emmener les dirigeants dans des voyages, bon, on ne peut pas le mentionner, mais en utilisant des substances même illégalement, enfin, légalement interdites, pardon, c'est illégal, comme les voyages à l'ayahuasca ou d'autres substances pour permettre de se connaître intérieurement. D'autres personnes, pour ceux qui les connaissent, parce que c'est des amis proches de nous, Guillaume Gautreau, qui a été entrepreneur de l'année 2012 à New York, en fait, dans la période de 2012 où on était à l'apogée des belles startups. Loïc Lemer, qu'on connaît très bien, qui aujourd'hui est aussi dans ses pratiques. Ils sont dans le métier de conseiller les dirigeants entrepreneurs. Et c'est très intéressant quand on se pose la question pourquoi on en arrive là. C'est essentiellement parce qu'aujourd'hui, on n'est pas autant en quête de pouvoir, mais on est aussi en quête de sens. Et je pense que c'est la première raison pour expliquer pourquoi on a recours à ça. Et quand on a recours à des gens qui pourraient prédire l'avenir, c'est aussi parce que dans les décisions importantes, quand on se sent seul, on a besoin aussi de se déculpabiliser sur des décisions où la responsabilité est énorme et le fait de s'appuyer vers quelque chose de plus mystique, de plus abstrait, peut donner meilleure conscience. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est des gentils ou éventuellement des méchants? Je pense que le point n'est pas vraiment là. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a deux choses en fait dans ces réseaux d'influence. Il y a une différence entre l'influence et le conseil. Il y a des gens qui sont influents et d'autres qui sont les bons conseillers. Et la différence est essentiellement l'origine. C'est pour quelles raisons ils interviennent. Quand ils interviennent sollicités par le dirigeant dans leur rôle de conseil, ce n'est pas la même chose quand c'est les gens qui pèsent de l'extérieur pour influencer et guider les choses dans une certaine direction. Pour moi, qu'est-ce que ça comporte? En fait, ça dépend essentiellement des dirigeants. Et c'est mon point, le message en fait aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, il y a une équation qui permet de définir ces binômes entre le dirigeant et ses conseillers. Bien sûr, la personnalité du dirigeant est très importante. Si vous avez affaire à un narcissique, il va s'entourer de personnes ou demander à des personnes qui vont en permanence le flatter et lui rendre ce qu'on attend en fait dans ce rôle. Alors que quelqu'un qui est dans le caring, qui a la préoccupation du bien-être de tout le monde, ses collaborateurs à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ne vont pas s'entourer des mêmes personnes. C'est la même chose pour le savoir, on est conscient de son ignorance ou pas, on est dans le manque de confiance en soi ou la surconfiance. Alors là, dans les deux, c'est des aspects, je dirais, plutôt négatifs, mais quand on a confiance en soi, c'est pas pareil. Et quand on a une certaine maturité, une certaine sagesse, on va aller chercher du conseil avec cette ouverture d'esprit, alors que dans le cas inverse, on va aller juste chercher des gens qui vont réconforter nos propres choix, nos propres décisions, nous rassurer alors qu'on est complètement en manque de confiance, et ce n'est pas les mêmes rôles. Pour finir, je vous donne l'essence en fait de ce qu'on doit savoir sur soi-même en tant que dirigeant. Ça revient aussi, Bo Bellingham, on l'a déjà cité plusieurs fois. C'est quand on arrive à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut et pourquoi, c'est vraiment très, très, très profond. C'est là qu'on peut à la fois se définir soi-même en tant qu'entrepreneur dirigeant, définir les valeurs de l'entreprise
et déterminer ou choisir de qui on veut s'entourer pour s'assurer que la direction où on veut aller, dans la façon dont on veut le faire, se fait correctement. Je pense que, si vous voulez, le métier lui-même, est-ce que c'est un métier? Oui, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus un métier d'être ce fameux Trusted Advisor. Ça a été décrit dans un livre de David Meister. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à le lire, il est très intéressant. Il a aussi mis une formule mathématique, c'est ça qui est formidable, sur qu'est-ce que peut être un bon conseiller, avec une orientation vers le service, le sens de l'écoute active, l'empathie, l'indépendance. Et bon, c'est assez intéressant de voir ça dans une vraie formule mathématique, où ce que je trouve le plus intéressant ici, je pense que vous aurez l'occasion de lire plus tranquillement dans les slides, je ne vais pas aller trop dans les détails là-dessus, c'est dans le dénominateur, il a mis quelque chose qu'il appelait l'autocentrisme. Plus le conseiller est centré sur lui-même, en fait, ou elle, sur elle-même, plus ils ont un intérêt dans le sujet du conseil, moins ils vont être crédibles, moins ils vont être dignes de confiance. Et ça, c'est très intéressant, alors que souvent, on regarde sur le numérateur, on a la crédibilité, la fiabilité, l'intimité qui est quelque chose qui définirait peut-être le fait de pouvoir tenir un secret ou comprendre, en fait, être plus délicat sur les sujets sensibles. Donc, tout ça, c'est important. Mais le fait aussi d'être détaché et de ne pas être centré sur soi-même, c'est un élément très important dans ce rôle de conseiller de confiance. Je termine par dire que quand on est dans ce rôle, c'est intéressant. Avoir l'écoute du dirigeant, c'est en soi une réussite. Se faire comprendre, c'est pas toujours facile, mais c'est déjà une étape plus loin. Et de là à pouvoir dire ou prétendre qu'on peut leur faire faire ce que l'on veut, ça c'est une autre paire de manches. À notre grand gré, évidemment. Ah, si on pouvait. Merci beaucoup, Joe. Quelles sont vos questions? Je crois qu'il y avait plutôt des remarques plutôt que des questions. Mais... Les questions viendront peut-être après que nos auditeurs aient digéré tout cela. Et donc, il faut s'attendre à une déferlante, mais décalée Ouais. probablement. Si peut-être une question, Joe, tu parlais des astrologues, du recours à l'astrologie en citant Napoléon ou J.P. Morgan. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, pas encore aujourd'hui, parmi votre réseau, sans donner de nom bien évidemment, ou parmi les entrepreneurs connus, de connaissances, qui ont recours à des astrologues? Et est-ce qu'il y a des études, je dirais, scientifiques, si les mots peuvent être employés en l'occurrence, pour mesurer l'efficacité des prévisions faites par de tels astrologues? Je suis toujours un peu méfiant par rapport à ça, je n'ai jamais eu recours, mais ça m'intéresse. Alors, c'est une très bonne question. C'est plus souvent avoué par les astrologues elles-mêmes ou les fameux diseurs de fortune que par les gens qui ont quoi. Et la plupart vont dire « Ah oui, je ne peux même pas vous donner le nom de qui je conseille parce que ça ne se dit pas. Ça peut être des présidents de la République ou dans la politique ou dans le monde des affaires. » Donc, ça reste quand même secret. C'est quelque chose qui n'est pas avoué très ouvertement et pour cause. Je pense que scientifiquement, c'est très difficile à démontrer. Cela dit, sur les décisions et l'efficacité des décisions, il y a toujours des multicritères et c'est hyper compliqué a posteriori, en fait, de prédire qu'est-ce qui a influencé ou qu'est-ce qui a été la bonne influence sur une décision. C'est comme si on fait un trajet, je peux recommander de prendre un certain itinéraire et sur cet itinéraire, on a un accident, on est ralenti, où tous les feux rouges sont plutôt au vert et on passe de façon fluide. C'est extrêmement difficile de dire si on était passé par un autre chemin, si on serait arrivé plus vite ou pas ce jour-là à cette heure. Donc du coup, la réponse est que non, il n'y a pas de réponse scientifique. En revanche, il y a une interprétation qui est à la fois par la personnalité du dirigeant, les narcissiques, ils cherchent un certain type de réconfort et qu'ils vont trouver, et ils vont virer même les conseillers qui ne sont pas d'accord avec eux, mais sans aucune hésitation. Et pour d'autres, ils dorment mieux la nuit parce qu'il y a des décisions qui sont hyper difficiles à assumer. Et ça, c'est dur pour un dirigeant. Merci beaucoup, Joe. Nous allons enchaîner avec Tristan, qui va aborder un sujet plus prosaïque,
puisqu'il s'agit de la question de l'immobilier et de l'entrepreneur. Tristan, nous t'écoutons. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Donc, désolé, on va retomber sur un sujet beaucoup plus pragmatique, qui est celui de l'intérêt ou non d'acquérir des locaux pour son entreprise. Alors, je vais basculer sur ma présentation. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, alors les enjeux, c'est, vous savez, la plupart des projets entrepreneuriaux, de moins en moins, il est vrai aujourd'hui avec le développement du télétravail, mais ça reste encore marginal. Les projets nécessitent d'accueillir des salariés dans les locaux et c'est un poste de charge qui est important, vu que parfois, c'est le second poste de charge après les salaires. Avoir un emplacement central est important à la fois pour les clients, pour les salariés, pour l'image de l'entreprise. Ça représente des budgets importants et donc la question, c'est de savoir si il peut être utile ou efficace d'acquérir les locaux de l'entreprise. Et quand on envisage d'acquérir les locaux d'entreprise, on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant pour l'entrepreneur et le porteur de projet que ce soit lui qui les acquiert plutôt que ce soit l'entreprise. Donc, il y a tout un tas de questions qui se posent. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont la faisabilité, comment ça se finance, quelle est la fiscalité. On va essayer de démêler un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors, le schéma classique, celui qui est utilisé dans de très nombreux cas, c'est l'entrepreneur crée une société civile immobilière, il apporte des fonds propres à cette SCI, forte de ces fonds propres et des garanties apportées par la société qui va signer un bail et qui a une certaine solvabilité, il va voir son banquier qui va accepter de lui prêter de l'argent pour compléter ses fonds propres et acquérir les locaux. Et une fois les locaux acquis, eh bien, il y a un bail qui est signé entre la SCI et la société. Et le loyer versé non plus à un propriétaire externe, mais à la SCI, permet d'assurer le remboursement des annuités ou des mensualités de l'emprunt. Généralement, les banquiers aujourd'hui demandent entre 10 à 30% de fonds propres et acceptent des durées d'emprunt de 12 ans, 15 ans, voire plus. Alors, quels sont les inconvénients? Le premier inconvénient, c'est qu'il est quand même nécessaire d'avoir une mise de fonds initiale, que ce soit à titre personnel ou pour la société. Ensuite, dans ce schéma, j'ai évacué le fait que l'entreprise achète ses propres locaux. Là, il s'agit bien que ce soit l'entrepreneur ou les porteurs de projets qui achètent les locaux. Il faut justifier que ce soit eux et non pas tous les associés, ce qui est délicat en particulier quand il y a des investisseurs au capital. Ensuite, inconvénient suivant, tout ce qui est investi dans les locaux ne pourra pas être investi dans le business. Donc, quelque part, ça peut réduire le développement du business si l'impact sur la capacité de l'investissement est trop forte. Enfin, la mobilité de l'entreprise, s'il y a besoin de déménager ou de s'agrandir, est réduite. Il faut revendre, racheter ou relouer. Enfin, c'est complexe. Et par ailleurs, revendre et racheter, si on le fait trop fréquemment, c'est coûteux à cause des frais de mutation qui sont une non-valeur et qui sont perdus au passage. Donc voilà les inconvénients. Mais de mon point de vue, ces inconvénients sont largement contrebalancés par les avantages de l'acquisition. D'abord, on va le voir avec différents schémas, il est possible de faire supporter une très large partie du financement à l'entreprise. Il y a de nombreux schémas, on va les voir. Ensuite, le principal intérêt, c'est bien entendu un intérêt de capitalisation.
en substituant un loyer à fonds perdu à un remboursement d'emprunt, et chaque mensualité valorise d'autant la société qui porte l'immobilier. Enfin, comme on remplace un loyer à un propriétaire à un loyer à une SCI, et si le loyer se doit d'être un loyer de marché pour éviter des soucis fiscaux, la pression financière sur le compte résultat n'est pas beaucoup plus importante. Donc, quelque part, c'est quand même un mérite important. Un point complémentaire, c'est que s'il y a des travaux d'aménagement à réaliser, il est tout à fait légitime et légalement admis que ce soit la société d'exploitation qui réalise ces travaux d'aménagement, de cloisonnement, de prise électrique ou de réseaux locaux, de climatisation, de tout ça. Et donc, quelque part, c'est aussi une possibilité de transférer une partie du patrimoine professionnel qui est sur le compte de la société vers son patrimoine personnel quand, in fine, on sera propriétaire de la SCI et on aura remboursé tous les emprunts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ce schéma-là, il est plus avantageux d'acheter des locaux pas trop chers, mais avec beaucoup de travaux, plutôt que des locaux totalement équipés. Avantage supplémentaire, c'est que les taux bancaires, comme vous le savez, sont très faibles et parfois même inférieurs à l'inflation. Donc, quelque part, l'endettement n'est pas coûteux. Et enfin, le collatéral qui est la pierre, qui se traduit par une hypothèque, permet d'obtenir facilement un prêt qui, sans lui, serait impossible. Imaginez que vous demandez à votre banquier un prêt pour financer 12 ans de loyer, eh ben, la réponse sera non, alors que vous demandez d'acquérir les locaux, la réponse sera probablement oui. Voilà donc l'ensemble des avantages, et je souhaitais les mettre en perspective avec certaines des recommandations que l'on fait au sein de Melsion, que je fais en particulier. Pour rappel, nous, je recommande assez souvent de se lancer seul et d'être et de rester majoritaire et d'éviter de lever trop de fonds auprès d'investisseurs, et en optimisant ainsi son taux de délension et en se diluant le moins possible. Et l'intérêt de cette pratique, c'est qu'elle vous donne toute légitimité, étant actionnaire majoritaire voire unique, pour justifier de la détention de la société immobilière par le seul porteur de projet. J'en profite aussi pour rappeler ma chronique de la semaine dernière où je disais qu'une activité de service, au contraire d'une activité produit, était une activité assez sûre, générant des cash flows rapidement et ayant beaucoup de mérite. Et vous comprenez bien que dans le cadre d'une activité de service, dont l'inconvénient, c'est d'avoir une éventuelle faible capitalisation, alors que, comme il y a du personnel, il y a des besoins de locaux importants, et bien que cette recommandation d'acquérir les locaux vient parfaitement compléter ce dispositif en permettant d'avoir un second levier de capitalisation outre le développement de l'activité principale, mais de bénéficier donc de la capitalisation dans ces locaux sans pour autant avoir une forte pression sur le compte de résultats. Pour donner quelques chiffres, donc c'est un exemple fictif, mais c'est juste pour fixer les idées. Imaginez fondateur d'une société de services qui a 20 collaborateurs, qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui souhaite acquérir des locaux de 200 mètres carrés, ça fait 10 mètres carrés par collaborateur, et à 10 000 euros du mètre carré, on pourrait trouver à moins de 2 millions d'euros. Avec une mise de fonds de quelques centaines de cas euros, en très large partie, on verra plus tard avancée par les sociétés, il lui reste à souscrire une dette de 1,6 million qui sera remboursée sur 15 ans, ce qui fait des mensualités de 9 000 euros, soit 450 euros par personne et par mois. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait réaliste et de tout à fait faisable. Et tous les ans, la valorisation de la SCI augmente
du montant des remboursés, avec au bout de 15 ans une valorisation de 1,6 million d'euros, ce qui, pour fixer les idées, est supérieur à la valorisation initiale de sa boîte au moment où il fait cette opération. Voilà Tristan, juste quelques... Eugénie me Oui, charge de te dire que tu as passé les 10 minutes. j'en ai presque fini. Deux schémas qui sont couramment utilisés. Une SCI avec une participation de la société d'exploitation. Lors de la création de la SCI, la société prend une participation dans la SCI, ce qui justifie derrière qu'elle puisse faire un apport en compte courant et, de ce fait-là, contribuer très largement à l'apport en fonds propres initial. Cette participation pourra être achetée ultérieurement. Un deuxième schéma, plus sophistiqué, c'est que ce soit la société qui détienne la SCI et que la propriété de la SCI soit transférée au porteur plus tard sous forme de dividendes en nature. La valeur des titres de la SCI, au début, elle est très faible parce qu'il y a la dette qui compense la valeur des actifs. Et donc, il est assez facile de transférer cette propriété aux actionnaires sous forme de dividendes en nature. Par ailleurs, il y a toutes sortes de variantes et il peut y avoir un intérêt fort à démembrer l'usufruit et la nue propriété des titres de la SCI, en particulier dans le schéma précédent que j'ai indiqué. Maintenant, chaque cas est un cas particulier et il faut systématiquement faire appel à un avocat fiscaliste pour valider le schéma et être sûr qu'il est solide, adapté aux circonstances et qu'il n'y a pas de risque d'abus de droit. Dernier commentaire, l'immobilier, c'est une activité qui permet de capitaliser. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans l'immobilier bureau. Il y a une forte liquidité, en particulier à Paris. Il y a des financements bancaires pas très compliqués et à des taux très faibles, qui fait que c'est quelque chose à envisager. Moi, j'ai un de mes clients qui est un marchand de biens, qui prend des locaux dans des états épouvantables et qui les transforme ensuite en locaux superbes. Je l'accompagne depuis 5 ans. En l'espace de 5 ans, il a constitué une fortune considérable. Je crois que ça doit être mon top 1 de tous les entrepreneurs que j'accompagne, grâce à des schémas et des opportunités de ce type-là. Voilà. Et si vous envisagez une acquisition, parlez-moi. Disons que j'ai une activité qui se développe beaucoup dans le domaine de l'immobilier. Voilà, j'ai terminé de cette présentation. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux petites questions? Alors, il y a une question, Tristan, et tu l'as mérité. C'est une question d'Arnaud qui demande quel avantage de faire le deuxième schéma. Ah, tu vois, bien joué. L'avantage de faire le deuxième schéma, c'est que tous les frais, toutes les non-valeurs, que ce soit les frais de notaire ou que ce soit les travaux, sont pris en charge à 100% par la société avant le transfert de la propriété au porteur de projet. Et donc, de ce côté-là, c'est extrêmement avantageux. Alors que si c'est une copropriété entre l'entreprise, il y a une quote-part du coût des travaux qui sera imputée sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Bien, on va ajouter qu'il est nécessaire de s'entourer avec des conseils de qualité, des avocats fiscalistes notamment sur le sujet, parce que ça change à tout moment et dans tous les sens, et que ce qui était vrai aujourd'hui ne sera pas demain. Bien. Alors, nous allons te passer la parole, Jean-Christophe. Oui. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de la stratégie d'écosystème. Donc, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon, quels sont dans le développement tel qu'on l'imagine en stratégie, il y en a une qui nous est chère, c'est donc la stratégie d'écosystème. Alors, je vous rappelle ce petit proverbe africain.
Et tout ça, c'est dans le cadre d'une idée qui est que classiquement, on pense en stratégie à deux grandes façons de se développer. Il y a une approche qui est du type intégration, c'est-à-dire, pour prendre l'exemple de la grande distribution Carrefour ou Auchan, tous les magasins qu'ils développent sont à eux et ils ont un contrôle total sur leur chaîne, mais ça met un peu plus de temps pour réussir à recruter, trouver des lieux et avoir des équipes suffisamment costauds pour pouvoir trouver tous ces nouvelles implantations. En face, il y a des indépendants, donc des gens qui ont plutôt, comme Leclerc ou Système U, qui ont plutôt un travail vers des gens qui sont complètement extérieurs à la société et qui ont un contrat quelque part de client fournisseur avec la centrale. Et moi, je voudrais que vous parliez de quelque chose qui, dans ce contexte-là, serait plutôt une troisième voie. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un écosystème? Alors, vous avez Christophe, une tu peux changer le mode de partage pour être en plein écran, en fait. Tu as juste une petite option. Là, c'est mieux. Et moi, Oui. c'est pas bien pour moi. OK. C'est bien pour vous? Parfait. OK. Désolé. Donc, il y a une définition très… Alright, on va y arriver. Il y a une définition très classique de l'écosystème, hein. Je vais vous la traduire. C'est un ensemble formé par des organisations en interrelation avec un marché. Finalement, ce qui vous intéresse, c'est de considérer l'écosystème comme l'ensemble des organisations qui dépendent de vous et dont vous dépendez. Alors, pourquoi c'est important? Je vais vous présenter un exemple très classique qui est l'exemple de Charles Schwab, qui est finalement dans un univers terriblement concurrentiel et terriblement fermé, qui est l'univers des grandes institutions financières, où on se retrouve face à des institutions qui existent depuis des centaines d'années. Quand elles sont plus récentes, c'est parce qu'elles ont fait des fusions entre sociétés qui ont des dizaines et parfois des centaines d'années. Schwab, lui, il a commencé en 65, en sortant de son MBA de Stanford, en faisant une newsletter qui vendait à $84, ce qui est beaucoup de $84 à l'époque, et 3000 membres. Et en 75, il y a eu un gros changement, c'est que le gouvernement a décidé de déréguler la position des brokers. Jusque-là, les brokers, quand vous achetiez ou vendiez des actions en bourse, c'était un pourcentage fixé par l'État. Vous ne pouviez pas négocier la commission. Alors, ça a l'air de rien, mais ça explique en grande partie la corruption qu'il y a dans ces industries, parce que finalement, la seule façon de s'assurer que le client passait par vous en tant que broker, c'était de lui fournir de la drogue et des femmes. C'est le b.a.-ba de la profession. Et donc, tout d'un coup, on peut négocier les tarifs et Charles Schwab va s'engouffrer là-dedans et il va créer une entreprise formidable par l'innovation. Par l'innovation, c'est-à-dire qu'il va être discount, il va faire 2 fois moins cher que les autres. Ses vendeurs sont au fixe. Ah, voilà quelqu'un de bien. Il décide de réduire toute la partie conseil qui n'est pas vraiment ce qui est demandé. Il met en place un numéro national. Donc, vous avez avec tout ça quelqu'un qui a mis en place les bonnes recettes pour être une entreprise qui se développe. Et il va faire quelque chose de beaucoup plus radical. Il va acheter un ordinateur. Et il va mettre cet ordinateur au cœur de son système. C'est-à-dire qu'il va y avoir les investisseurs qui vont acheter par chez lui et sur le marché, et bien, ils vont passer maintenant par un ordinateur. Et bientôt, parce qu'il est discount, parce qu'il a un ordinateur, il va avoir des clients qui sont des fonds en plus. Et puis après, il va avoir des gestionnaires de patrimoine qui vont venir chez lui en plus. Et
en continuant un pas plus loin, on va avoir, excusez-moi, hop, je m'y retrouve. On va avoir des fonds qui, grâce à l'ordinateur, vont quelque part accéder directement au marché. Et puis, on va avoir des investisseurs qui, grâce à l'ordinateur et aux logiciels qui vont être en place, vont accéder directement aux gestionnaires de patrimoine. Et là, on commence à être dans quelque chose de très différent. Toutes les organisations, vous avez des investisseurs, ils viennent chez Schwab, après Schwab va acheter sur le marché pour eux et reste toujours l'intermédiaire privilégié. Là, Schwab va autoriser le passage direct à des investisseurs vers des gestionnaires de patrimoine qui après passeront par Schwab. Et pareil, avec des investisseurs qui vont passer directement pour acheter des fonds. Et puis, des gestionnaires de patrimoine qui vont passer directement, donc des investisseurs qui vont passer chez les gestionnaires de patrimoine, qui vont passer chez les fonds, qui vont passer chez Schwab. Et pareil, avec l'arrivée de l'Internet, des investisseurs qui vont aller directement sur le marché. Et ça, c'est la description d'un truc très compliqué, mais très solide, parce que qui va faire de la compétition à Schwab qui n'a juste besoin de prendre des toutes petites files de transactions sur chacune de ces interactions? C'est une grande force pour Schwab. Alors, je vais vous donner maintenant une application qui est plus proche de vos actualités, de votre situation d'entrepreneur. Et je vais vous prendre le cas classique de l'éditeur de logiciel. L'éditeur de logiciel, il a un produit qui est prêt. Donc, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va aller chercher un client. Et un client, en général, c'est un grand compte qui va prendre 2 ans. Il va prendre 2 ans pour se décider. Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est un enjeu énorme pour lui. Et ensuite, parce que vous êtes tout petit et que vous allez représenter 50-60%, enfin, qu'il va représenter 50% de son ou 60% de votre chiffre d'affaires. Et que du coup, il va se retrouver en risque d'avoir avec lui une petite entreprise qui est en dépendance économique et d'être entraîné dans des faillites derrière. Et les 2 ans pour convaincre, ça va complètement réduire et affaiblir toutes les ressources de l'entrepreneur. Et en plus, ça va permettre à la compétition d'arriver. Donc, je vais vous proposer un cas alternatif. C'est celui de l'entrepreneur qui a son produit qui est prêt. Et pour rechercher un client, il va le faire, mais au lieu de chercher à lui vendre à ce client, il va lui expliquer qu'il n'est pas intégrateur, que ça, il ne sait pas faire, ce n'est pas son métier, mais qu'en revanche, il sait que le client a des intégrateurs habituels. Il travaille avec des gens comme Accenture, comme Sopra, et du coup, on va organiser pour lui un appel d'offres entre les différents intégrateurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. On va voir ces intégrateurs, on va les former et on va commencer à construire de ce fait un système ou un écosystème. Alors, la règle, c'est de travailler avec les intégrateurs habituels du client, parce qu'il les connaît et parce qu'on va avoir un accès direct à eux. Si on va avoir Accenture et qu'on leur dit « Ah, j'ai un super logiciel qu'il faudrait que vous mettiez dans votre offre parce que vraiment, vous allez avoir des tas de clients qui vont être heureux avec ça », d'abord, Monsieur Accenture n'existe pas. Il faudrait pour ça aller voir l'ensemble des associés et les convaincre les uns après les autres. Et ensuite, ils ont tous les jours des gens leur promettant ça. Et ensuite, eh bien, vous n'aurez pas le même accès que si vous allez les voir en disant « Voilà, c'est votre client chez EDF qui m'a dit de vous appeler parce qu'il aurait besoin que vous fassiez une intégration de mon système. » Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Un contrat potentiel pour EDF, est-ce que ça vous intéresse? Le troisième point, c'est qu'il existe une dynamique. C'est-à-dire qu'en général, il y a un fournisseur principal, un fournisseur secondaire et puis un troisième qui rêve depuis des années de pouvoir rentrer chez EDF.
Donc, vous avez là l'opportunité de jouer les uns contre les autres et d'avoir non pas un intégrateur, mais 3 intégrateurs qui vont se pencher sur votre logiciel. Et selon l'appétit de votre client final, il va y avoir une pression plus ou moins forte sur les intégrateurs. Évidemment, dans cette dynamique, on peut tout à fait imaginer la dynamique qui est « c'est tellement intéressant ton produit que je vais développer le même ». Donc, ça n'existe que quand vous avez un vrai produit, pas un produit qui est un joli truc que vous avez fait chez vous et qui peut être copié ou refait ou réingénéré par n'importe qui à tout moment. On parle d'un vrai produit, d'un truc où vous avez un savoir-faire exceptionnel que d'autres ne peuvent pas avoir. Jean-Christophe, 1 minute. Oui. Vous allez organiser l'appel d'offres. Donc, dans l'appel d'offres, votre produit est au centre de l'appel d'offres. Et puis, bien entendu, vous expliquez que pour avoir des chances dans l'appel d'offres, il faut montrer qu'on a une vraie compétence avec ce produit. Et quelle meilleure façon de le montrer que de dire on est Gold Member, on est partenaire Gold chez votre société. Et vous allez avoir une fonction d'assistant maîtrise d'ouvrage qui est une façon de conseiller le client final sur la bonne façon de gérer le système. Alors, monter son réseau VAR, donc c'est les Value Added Reseller, c'est ça qu'on vous propose de faire là-dedans. Et donc, ça veut dire les former, ça veut dire passer du temps sur eux, leur donner du marketing. Ça devient presque eux vos clients. Alors, résultat, vous allez avoir des probabilités de succès bien supérieures parce que dans le premier cas, c'était un gros client qui, peut-être au bout de 2 ans, allait faire quelque chose. Là, c'est 3 partenaires qui potentiellement peuvent vous faire une dépense plus rapide, mais plus petite. C'est-à-dire que là où vous pouviez avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de contrats ou plusieurs millions d'euros de contrats, vous allez vous retrouver avec quelques dizaines de milliers d'euros de membership de la part de 3 clients. Les revenus, en revanche, seront plus tôt, puisque ça va être dans la foulée qu'ils vont se mettre membres de votre réseau. Et vous allez vendre de la formation, du support tech, du marketing. Voilà. Il y a un moyen de démultiplication là-dedans, puisque c'est non pas un client, mais 3 resellers. Là-dedans, il y a un gagnant qui va acheter des licences pour le client, mais aussi en parler à ses autres clients parce que ça marche. Et puis, il y a les perdants qui auront investi de l'argent, donc ils vont chercher à se rattraper sur les autres clients. Et c'est un truc qui est pas mal. Je vais finir par un exemple de ce matin. Je reçois une offre d'une société qui fait un logiciel qui s'appelle Bubble. Et donc, ils font ce logiciel qui vous permet de coder très rapidement des applications, etc. Et là, ce qu'ils proposent, c'est une formation pour commencer à se lancer dedans. Alors, ils disent, ah ouais, bon, ok. Mais regardez, quand on clique dessus, on s'aperçoit qu'en fait, vous avez avec Ali Farah ou Marielle Vargas, ou il y a toute une liste comme ça d'indépendants qui, grâce à Bubble, vont avoir les 8 sièges de leur formation qui vont être remplis sans avoir rien à faire. Donc, il y avait le choix de le faire en interne. Ils ont préféré favoriser des partenaires, des gens qui ont l'habitude de travailler avec eux, qui sont pour eux des évangélistes. Et ils ont préféré donc les mettre en avant et leur permettre de manger. Donc, ça m'amène à quelques conseils pour faire de l'écosystème. Premier conseil, c'est nourrir tout le monde. Ne pas laisser les gros grossir, ne pas laisser les petits mourir. Vous voulez un écosystème équilibré. Ne pas faire de concurrence à ses partenaires. Le moment où vous commencez à dire au client final « Ouais, non, mais ça, je peux le faire », vous êtes en train de rentrer dans la catégorie concurrent, donc vous allez avoir des intégrateurs qui vont être contre vous. Monitorer son écosystème, c'est vivant, ça bouge et les business models évoluent constamment. Je vous propose la règle des 20%. C'est bien de représenter 20% des revenus de vos partenaires.
parce que ça veut dire qu'ils ne pourront pas s'arrêter comme ça. 20%, c'est trop pour s'arrêter. Et en même temps, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui s'approprie trop. Vous pourrez, ça montrerait une bonne répartition entre suffisamment de partenaires. Et voilà, j'ai fini, j'ai marché sur la queue du rat. Le rat a fait quick et mon histoire est terminée. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a des questions qui sont adressées à Jean-Christophe sur cette stratégie d'écosystème? Je n'en vois pas pour l'instant. Eh bien, sans doute également une avalanche de questions ce week-end sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette chronique hebdomadaire et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pas à la même heure, nous allons en parler ce week-end et nous vous laisserons l'information dans vos boîtes mail et sur vos agendas à laquelle vous recevez nos invitations. Merci à tous, je crois que nous avons tenu à peu près le temps prévu cette semaine, ce qui est bien, bravo à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Bon week-end. Bon Merci. week-end.